Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga dans les petites bulles de l'été 2023. Aujourd'hui, une thématique très simple. Quoi lire pendant vos vacances? Ou pendant cette période, en tout cas, si vous ne prenez pas de vacances, où on ralentit un tout petit peu, où on prend le temps de faire les choses un peu différemment. Mes conseils lecture tournent tous autour de la question du soi, mais sous différents aspects. Le premier aspect dont j'ai envie de vous parler, c'est la question du bien-être. Vous le savez si vous avez déjà écouté des podcasts ou bien si vous avez lu des articles de mon blog, le blog Yoga de Caro Caro, que la question du bien-être, des bienfaits du yoga, faut-il attendre quelque chose du yoga? Cette question, elle est devenue très importante pour moi afin de vraiment prendre suffisamment de recul par rapport à ce qui est proposé dans notre monde actuel. C'est-à-dire, en fait, de réaliser dans quel monde on vit. Pas le monde factuel, celui où il y a des guerres, où il y a des émeutes, et la pauvreté, etc. Non, pas celui-là. Celui plutôt, je dirais, presque en termes de réflexion. Quelle est la perspective politique, si vous voulez, dans laquelle on vit, sociologique dans laquelle on vit? Un des livres fondateurs pour moi, vraiment que je vois, j'en parle très souvent et je vous incite vraiment à lire, c'est le livre Apicratie de Eva Illouz et d'Edgar Cabanas. Ce livre, c'est pas forcément un livre facile à lire dans le sens où les deux auteurs vont décortiquer l'avènement de ce qu'on appelle la psychologie positive. La psychologie positive est un mouvement, fait partie de l'aspect psychologie au sens médical du terme. Mais ils ont étudié en fait, je dirais presque les déviances de celle-ci et comment notre monde libéral s'en est emparé pour la servir. Et je me souviens quand j'ai lu ce livre sous l'impulsion d'un professeur de yoga, parce que je m'interrogeais sur ma propre place en tant que petit prof de yoga, parce que je remets vraiment les choses en perspective. Je n'ai pas beaucoup d'élèves, donc en fait, je me dis professeur de yoga, mais peut-être presque plus à travers le podcast et le blog. Mais je me posais la question de savoir qu'est-ce que je faisais dans le monde qui était celui dans lequel je vis et dont je voyais certains travers et comment faire. Et donc, ce livre m'a été conseillé et ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'en ouvrant les yeux, ça permet de prendre du recul. Très brièvement, mais j'aimerais vraiment, enfin, je vous incite vraiment à lire ce livre. Ce livre, il dit quoi? Il dit en fait que peut-être que l'idée de la psychologie positive, l'idée de départ était très intéressante. Sauf que elle a été complètement édulcorée par son propre créateur d'ailleurs et mise au service d'une seule chose qui est 1. Vous êtes votre propre maître de votre bien-être. Donc si vous n'allez pas bien, c'est votre faute. Donc un principe de responsabilisation. Certains diront c'est super, je me sens libre parce que je me sens libre. On est bien d'accord. Je me sens libre parce que je choisis mon bien-être. Ça marche pour les gens qui, à une certaine période de leur vie, n'ont pas de problème. Généralement, quand on est jeune, on dit ça. Et puis, au fur et à mesure des étapes de la vie, en fait, la vie, elle n'est pas aussi simple qu'on le pense quand on est jeune. Et prendre soin de soi, ça peut devenir très compliqué. Et donc, être bien tout le temps, ça peut devenir compliqué. Et donc, si on n'est pas bien, eh ben, c'est de notre faute. C'est ce que dit la psychologie positive, en définitive.
2, on vous donne l'apparence de tenir compte de votre bien-être dans le milieu du travail pour une seule chose, être encore plus performant. Non seulement on vous responsabilise, mais en plus on vous demande d'être plus performant. D'où, même je suis dans la fonction publique, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de magnifique parce que on est presque prêt à nous installer des baby-foot. Je dis presque parce que c'est pas tout à fait vrai. Des baby-foot pour que nous puissions nous détendre, pour être encore plus performants au travail. L'idée, elle n'est pas là. Ce sont des cache-misères. C'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours aux conséquences, jamais aux causes. Fondamentalement, pourquoi ça ne va pas? Non, on va essayer, et c'est d'ailleurs un peu tout ce qui se passe avec les politiques actuelles, on va essayer de cacher la misère. Ça me fait toujours marrer, c'est quand voilà, Emmanuel Macron est venu à Marseille au début du mois de juillet. J'étais étonnée parce que pendant une semaine, les éboueurs ne sont pas passés à la maison, les rues n'étaient, j'habite pas dans le centre, les rues n'étaient pas du tout nettoyées. Alors que l'hypercentre était clean. Bon, 4 jours après, c'était foutu puisqu'on a eu les émeutes. Et c'est un peu ça, c'est du cache-misère. On déplace les choses. On ne sait pas s'attaquer au vrai problème, à la vraie cause. Donc voilà, le livre d'Eva Illouz, si vous n'avez pas le temps, écoutez Eva Illouz qui parle dans un sur YouTube, sur la chaîne de la librairie Mola, où elle parle d'apicratie. Et franchement, c'est très très intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Dans la même veine, vous allez retrouver Juliette de Funès, qui a écrit également un livre sur le développement impersonnel, qui est beaucoup beaucoup plus incisif, qui s'attaque directement à certaines catégories de professionnels. C'est différent, c'est très instructif aussi. J'ai beaucoup aimé le passage sur la multiplication des livres de bien-être dans les librairies, et c'est vrai, les méthodes pour ci, les méthodes pour ça. Souvenez-vous, on nous a parlé du bonheur au Danemark, puis on est passé au bonheur en Islande, et puis voilà. Il n'y aura jamais le bonheur à la française parce que par essence, le peuple français, qui est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, qui est la nation ou la deuxième nation au monde à avoir le plus de piscines, qui est on est une belle nation, hein. On est une belle nation, mais voilà, on n'est jamais satisfait, surtout en ce moment, je dirais, où en plus il y a beaucoup beaucoup de colère chez les gens. Donc, je prends des chemins un peu éloignés. En bibliothèque et en librairie, vous allez voir, le rayon développement personnel prend une ampleur considérable. Et ce sont des succès de librairie, d'édition, avec effectivement une multiplication. À l'époque, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était la cuisine. Maintenant, c'est le développement personnel. Il y a eu aussi pour m'écrire, ça reste toujours un peu. Lisez donc aussi Juliette de Funès. Et puis, il faut absolument que je vous parle de Zineb Fazi, Le yoga, nouvel esprit du capitalisme. Zineb Fazi est professeur de yoga, et jeune professeur de yoga, qui tient Chitta Vritti, un blog, qui écrit aussi pour Esprit Yoga. Son livre est très bien. Son livre, en fait, c'est ce que je viens de vous dire en partant du livre de Eva Illouz, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on applique sur le bien-être s'applique complètement au yoga. Alors, sa thèse, je la connaissais forcément puisque j'avais lu des livres auparavant, pas d'elle, mais des livres en fait qui m'ont amené à la même réflexion. Par contre,
il y a tout un aspect qu'elle a très bien expliqué en fait sur l'avènement, un peu revenir sur l'histoire du yoga, qui je pense est très intéressant pour toute personne qui s'intéresse au yoga et qui n'a pas justement cette connaissance. Pour tout pratiquant de yoga, par exemple, pour tout élève qui ne sont pas professeurs de yoga ou pour tout jeune professeur de yoga, ou encore des personnes qui n'ont pas ouvert de livres parlant des textes du yoga et qui n'ont pas forcément ce recul. Donc je vous incite à lire ce livre. La conclusion aussi, les quelques pages de conclusion sont très intéressantes parce qu'elles ouvrent des portes, peut-être pas encore suffisamment bien ouvertes d'ailleurs, c'est-à-dire une perspective plus fournie, je vais dire. Ça sera ma critique vis-à-vis de ce livre. Je tiens à dire que j'ai été très rétive à le lire. J'étais très rétive parce qu'avant de lire le livre, quand j'ai vu le titre, et parce qu'il y a eu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, dans les magazines, et donc par essence, je suis opposée à ce genre de choses, donc forcément, j'y suis allée à reculons. Mais et j'ai déjà lu des articles de Zineb Fazli sur son blog, des articles très incisifs. On aime ou on n'aime pas. J'aime pas tout. Mais c'est une vision qui me permet d'étouffer la mienne. Donc, et généralement avec sa co-autrice, si je me souviens bien, c'est Jeanne, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai oublié son nom de famille. C'est très fouillé. Alors, ma critique, c'est que c'est très citadin, c'est très ethnocentré parisien. Mais après tout, même si Zineb Fazli a depuis déménagé, moi j'ai une vision très marseillaise. Et c'est vrai ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qui est à côté de chez nous. Parfois aussi, c'est très acerbe, très dur. J'ai lu une critique de quelqu'un qui a, j'espère, lu le livre en entier, le yoga Nouvel Esprit du Capitalisme sur Amazon, qui était un ou une professeure de yoga qui était très très dur, qui renvoie Zineb Fazli à sa propre colère. Peut-être qu'elle est en colère. J'ai quand même pas trop ce sentiment-là dans ce livre-là. On sent plus certaine colère dans certains articles sur son blog, sur le blog de Chittavriti. Je pense aussi que c'est la vision d'une génération. On a au moins 20 ans d'écart, voire même peut-être un peu plus, et forcément, c'est 20 ans d'écart, c'est une génération. Et on n'a pas la même vision des choses. Zineb Fazli est très, très impliquée dans sa vision féministe, parce que moi, je pense que j'ai la mienne aussi. Et aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans son livre aussi, également, c'est son approche d'ouverture sur, par exemple, l'appropriation culturelle. J'en parlerai un jour de l'appropriation culturelle parce que d'abord je suis beaucoup de jeunes femmes sud-asiatiques qui en parlent énormément, parfois avec des mots très durs aussi par rapport à la femme blanche, dont je fais partie forcément. Mais j'essaye aussi de retourner ma façon de penser pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, parce qu'en fait, c'est leur vie à elles, c'est pas la mienne, c'est trop facile de dire, mais non, ça se passe pas comme ça. Oui, moi, je connais pas ça, mais elle connaît ça. Donc, c'est intéressant, vous voyez, de lire ce genre de livre ou de suivre ces comptes, par exemple sur Instagram, parce que ça nous permet de nourrir, d'avoir une vision un peu différente. Souvenez-vous du podcast Métacognition. Forcément, on voit les choses par rapport à comment on a été éduqué, de quel milieu on vient, etc. Mais il y a aussi tous les apports extérieurs. Et s'ouvrir et accepter la parole de l'autre, ça en fait partie. Donc, je vous recommande le livre de Zineb Fazli sur le yoga Nouvel Esprit du Capitalisme. Ce qui nous permet
de rebondir sur ma deuxième thématique qui est le soi. Le yoga, c'est la connaissance de soi, avec un grand S. Ce qu'on appelle Atman. Et au fur et à mesure de l'évolution de la philosophie du yoga, cet Atman, ça va devenir Purusha, qui va se refondre avec Prakriti, parce qu'un jour, Prakriti et Purusha se sont séparés. Ça, c'est la théorie du Sankhya et des Yoga Sutras de Patanjali. Et puis, vous avez ensuite la vision qui vient encore après, dans des temps plus ou moins proches d'ailleurs, avec les Upanishads, où là, Atman va se fondre avec Brahman, le grand tout, qui est en fait cette absolu avec un grand A. Qu'est-ce que le soi? C'est une très très vaste question. Et je vous propose 2 livres qui étudient cette question-là. Le premier que je n'ai pas lu, c'est mon achat pour l'été, de Inès Weber, Être soi, une quête essentielle au service du monde, aux éditions Gallimard. C'est une pub sur Facebook de la librairie Mola à Bordeaux qui est apparue sur mon mur. Et je vous lis la 4e de couverture. La plupart des personnes qui consultent un psychologue ressentent une insatisfaction profonde, alors même qu'elles pourraient avoir toutes les raisons d'être heureuses selon les critères standards du bonheur. Loisirs, divertissement, vie sociale. Tiens, ça vous rappelle pas ce qu'on vient de dire juste avant? La somme de tous ces acquis n'est pourtant pas égale au bonheur. Il leur manque l'essentiel. Dans notre monde contemporain, tout est tourné vers l'avoir ou le paraître. C'est l'inflation des besoins matériels au détriment des aspirations spirituelles. Et dès lors, même si notre moi se porte bien, tiens, notre ego, on peut souffrir d'un mal-être que notre système économique, en bon prédateur, s'est tourné à son profit. Le besoin d'être soi est donc devenu un de ses appâts publicitaires favoris. Soyez comme vous êtes, devenez le meilleur de vous-même, osez vivre votre vie. À travers ce premier essai lumineux, la jeune psychologue Inès Weber nous met pourtant en garde. Quel être soi authentique mérite d'être visé? Comment ne pas tomber dans une consommation de bien-être et comment se chercher au-delà de ce que la société nous conditionne à être? Bien des sagesses et philosophies anciennes nous invitent précisément à chercher en nous ce qui nous dépasse. L'auteur ouvre des pistes de résistance aux aliénations et montre le chemin d'une quête intérieure aussi exaltante qu'exigeante. C'est écrit par une philosophe, donc dans cet ouvrage, ce sont les différents courants de pensée philosophique qui sont abordés. C'est pour ça que je pense, en bon occidental, que ce livre peut être intéressant. Pourquoi je dis en bon occidental? Mais parce qu'à l'école, on étudie d'abord la philosophie occidentale. Je n'ai pas souvenir d'avoir d'ailleurs étudié autre chose que de la philosophie occidentale. Donc, c'est un bon début de lire ce livre. C'est un bon début parce que ça va résonner en vous, ça va vous permettre de continuer ce cheminement entre se détacher de notre société qui nous propose un soi économique, pour aller progressivement vers la notion du soi tel que on le voit en yoga. Mon deuxième livre, c'est celui de José Leroy. José Leroy qui a écrit le petit traité de la connaissance de soi. Ce livre, je l'ai lu aux éditions Almora. Ce livre, je l'ai lu l'an dernier et je crois que je vais le relire. Parce qu'il n'est pas simple. Et parce que j'ai besoin, pour ce qui me concerne, d'aller encore un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Là, on commence à doucement transiter de la philosophie occidentale vers la philosophie asiatique. José Leroy est un philosophe également, pratiquant de yoga et
pratiquant d'un yoga issu des textes du shivaïsme du Cachemire. Donc c'est encore une autre vision très intéressante à aller visiter. Quand on vise la connaissance de soi, l'éveil du soi, c'est pourquoi? C'est l'éveil tout court. L'illumination, être éveillé. Et j'aime bien, dans ce livre, une phrase qu'il a écrite, qui est que pour être éveillé, il faut d'abord être réveillé. Et peut-être bien qu'être réveillé, eh bien justement, c'est de suivre tout ce cheminement de compréhension de là où nous vivons, de comment nous cheminons, et puis ensuite d'essayer de se comprendre soi. D'abord de comprendre le moi et de comprendre le soi. Suis-je conscient d'être conscient? Qui suis-je ou que suis-je? Suffit-il de lire sa carte d'identité pour se connaître? Suffit-il de se regarder dans le miroir pour se connaître? La connaissance de soi est-elle une connaissance morale? Suis-je mes pensées? Suis-je ce dont je me souviens? Qu'est-ce que je suis? Soi ou non soi? La connaissance de soi n'est-elle pas une ignorance de soi? Voilà, ce sont toutes les questions que se pose José Leroy et je pense que c'est une très bonne façon, progressivement, dans ce chemin, de ce cheminement interrogatif, d'aborder la notion du soi. Et vous pouvez accompagner votre lecture de 2 livres qui sont des traductions de textes mystiques. Le premier, c'est La réalisation du soi, paru aux éditions Paille au Rivage. Le deuxième, c'est La connaissance, la quintessence du soi, également à Paille au Rivage. Ce sont des poèmes. Ces poèmes, ils sont très beaux parce qu'ils utilisent des jolies métaphores. Ils permettent peut-être d'aborder la question du soi de façon un tout petit peu différente de ce que nous, on envisage. Et je pense que c'est aussi une façon de voir un peu plus loin le soi au-delà de notre propre personne, c'est-à-dire vraiment le soi au niveau spirituel. Complétez votre lecture par un très très beau poème, La conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar. Magnifique, très 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 beau. C'est un poète soufi, un peu moins connu que Rumi, mais qui a d'aussi beaux textes. Et La conférence des oiseaux, c'est aussi un très beau texte vers l'envol vers l'absolu. Et puis je vais ouvrir une brèche. Le soi. Saviez-vous qu'en fait, dans le bouddhisme, c'est le non-soi? Et là, on commence à aborder effectivement des questions plus difficiles parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler du soi. Et en fait, le bouddhisme, lui, il va chercher autre chose. Vous pouvez lire différents livres concernant le bouddhisme. Le bouddhisme est aussi varié que la philosophie du yoga, tout aussi vaste. Les textes sont très importants. C'est très important et parfois difficile à comprendre. Aussi, vous pouvez commencer par des choses simples. Les choses simples, ça sera par exemple de lire de Christian Miquel, Les 4 nobles vérités et l'octuple sentier du Bouddha, aux éditions Concept Jouvence, Philo-concept de la souffrance à l'éveil. C'est la base, c'est le concept de base du bouddhisme.
c'est comprendre les 4 nobles vérités, c'est-à-dire que la vie est souffrance, c'est la première vérité. Et l'octuple sentier, c'est la méthode. Vous pouvez également lire Comprendre le bouddhisme, qui est un livre très de Denis Girard, qui est un livre très simple, mais qui a l'avantage de présenter tout le panel du bouddhisme, les bases. On pourra, au cours de l'année qui vient, parler d'autres livres, s'attacher à cette fois-ci, à des concepts plus difficiles. Mais voilà, c'est déjà ce balancement entre le soi, entre le moi de notre époque contemporaine, le soi au niveau philosophique, occidental, asiatique, et d'aller voir justement en Asie aussi la coexistence avec le bouddhisme, qui est le non-soi, pour voir un peu, peut-être pas forcément là où on se situe, mais en tout cas pour ouvrir ses horizons. Je pense qu'avec tous ces livres, vous avez votre été qui sera bien rempli. Je vous remercie de toutes vos écoutes. Je vous remercie pour les partages que vous faites du podcast autour de vous. Continuez. Je vous remercie aussi de vos petits mots et n'hésitez pas à les envoyer parce que, et là on n'est plus dans le soi, hein, on est dans le moi. J'en suis consciente. Mais c'est vos messages aussi de soutien qui sont un peu ce carburant dont on a besoin pour continuer à avancer. Moi, je prends beaucoup de plaisir en fait à vous faire ces petites bulles de l'été. J'y pense très régulièrement dans ma journée, c'est-à-dire presque tous les jours. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Aussi bien pour vous que pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore du fond du cœur.